Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les brouillons de 313 lettres et messages inédits du général de Gaulle, rédigés entre la fin 1940 et la fin 1942, viennent d'être acquis par le Musée des lettres et des manuscrits qui les exposera bientôt. Et Franck Ferrand nous en dit plus sur cette très belle découverte. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Imaginez un carton contenant de la main même du général de Gaulle des dizaines et même, vous venez de le dire Julia, des centaines de cartes de feuilles volantes, de pages arrachées sur lesquelles le chef de la France libre, pendant la guerre, a écrit le brouillon des télégrammes, des messages, des lettres qu'il adressait aux acteurs du conflit. C'est l'incroyable manne qu'a recueilli mon invité d'aujourd'hui, Gérard Lhéritier, et qui sera, vous l'avez dit, exposé dans un peu plus d'un mois au Musée des lettres et des manuscrits que nous connaissons bien ici à Europe 1, ce Musée des lettres et des manuscrits du boulevard Saint-Germain. Exactement. Alors j'imagine que ces manuscrits du général de Gaulle sont une mine pour les historiens. Ah mais c'est inespéré Julia, c'est un peu comme si par miracle on levait 70 ans après un coin du rideau sur les coulisses de la France libre et sur le travail quotidien de son chef. Vous allez voir, c'est passionnant. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'était il y a un peu moins d'un an, un jour de novembre 2010. L'un des plus grands collectionneurs français de lettres et de manuscrits, Gérard Lhéritier, est appelé au téléphone par un marchand d'autographes. Ça lui arrive souvent, évidemment. Le marchand lui annonce qu'il aurait mis la main sur plusieurs centaines de messages écrits de la main du général de Gaulle et datés du début de la guerre entre 1940 et 1942. Évidemment, Gérard Lhéritier n'en croit pas ses oreilles. Évidemment, il connaît son interlocuteur, qui n'a pas la réputation d'être un plaisantin. Enfin là, tout de même, ça ressemble à une mauvaise blague. Déjà, tomber sur un manuscrit autographe du général de Gaulle, on peut dire que c'est devenu une chance. Découvrir une dizaine de notes manuscrites, ça relèverait de l'aubaine. Mais 313 messages, ça paraît impossible. Et tout simplement, Gérard Lhéritier n'y croit pas. Le marchand ne se décourage pas. Évidemment, c'est son métier. Vous savez que les marchands ne se découragent jamais. Il rappelle, il insiste, et c'est ainsi que M. Lhéritier est mis en contact avec le fils d'une certaine Marie-Thérèse Desseignet, qui est décédée en 1996. Qui était Marie-Thérèse Desseignet? Nous allons le voir dans un instant, mais sachez d'ores et déjà qu'elle était la secrétaire qui a dirigé le pool dactylographique du général de Gaulle à Londres pendant la guerre. Je dis à Londres, à Alger aussi, du reste. Des circonstances que nous allons voir l'ont mise en possession de ce fonds incroyable de plus de 300 messages manuscrits. Ses héritiers auraient certes pu vendre ces manuscrits de façon dispersée, à l'unité, via des marchands d'autographes. Très intelligemment, ils ont préféré suivre l'avis d'un commissaire-priseur qui leur a conseillé de ne surtout pas disperser ce petit trésor. Oh, ce véritable trésor, ce corpus inouï. Pour tout dire, Gérard Lhéritier est loin d'être le premier contacté par le fils de Madame Desseignet. Il a déjà évoqué la possibilité de céder ce patrimoine hors du commun avec pas mal de monde, y compris des responsables de collections publiques, qui visiblement ne l'ont pas pris très au sérieux. Un premier examen suffit à Gérard Lhéritier pour mesurer l'intérêt, que dis-je, l'importance de ces messages qui concernent essentiellement les colonies et anciennes colonies. Vous savez, cet empire français de l'Afrique, du Moyen-Orient, sur lequel le général de Gaulle a su miser d'emblée, l'Algérie, le Maroc, le Tchad, ce qu'on appelait le Levant, le Liban, la Syrie, et puis jusqu'à la Libye. Ce qui transparaît à travers ces lignes tracées d'une belle écriture coulée, fluide mais nerveuse aussi, parfois raturée, biffée, reprise. Cette écriture enrichie, ce qui transparaît, ce sont les mouvements de la pensée, ce sont les repentirs parfois et toutes les fulgurances. C'est au bout du compte le tempérament hors du commun. C'est la trempe phénoménale d'un homme qui se bat seul face à la terre entière. Une fois acquis,
Pour un prix plus qu'honorable, dit Gérard Lhéritier, ce trésor de messages manuscrits va faire la joie des historiens. Chacun y traque la pépite, chacun en tire un point de vue, un éclairage. Nous allons y revenir tout à l'heure en compagnie de Jean-Pierre Guénaud qui met en ce moment même la dernière main à un ouvrage tirant la quintessence de tous ces messages. Le livre sera bientôt publié en coédition par Gallimard et par le Musée des Lettres et des Manuscrits. Vous pensez bien que tous ces manuscrits du général ont été transcrits, catalogués, numérisés, conservés pour être mis en valeur comme il convient dès le 4 novembre prochain. Une exposition au Musée des Lettres et Manuscrits va permettre au public de voir de ses yeux, de voir des visus ces pages d'histoire quelques mois seulement après leur acquisition qui, du point de vue du public, équivalent à une découverte. Service. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Avec à la une sur Europe 1 une découverte extraordinaire, celle de centaines de brouillons de messages de guerre du général de Gaulle, Franck. Comment nous sont-ils parvenus, Julia ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. En 1922, vous voyez que je remonte un petit peu plus loin, Monsieur de Seignet, professeur de lettres de son état, s'en va enseigner le français en Écosse, précisément au collège de Reading. Il sera bientôt l'un des fondateurs de l'université locale. Il est venu s'installer en Grande-Bretagne avec sa femme et sa fille unique, Marie-Thérèse. La voilà, vous voyez, on ne va pas la chercher très loin. C'est une jeune fille très comme il faut, cette Marie-Thérèse. Elle reçoit l'éducation parfaite que l'on dispense dans les bonnes familles et qui forcément fait d'elle une jeune fille parfaitement bilingue. Elle parle aussi bien l'anglais que le français, un anglais très pur, très châtié, mais somme toute pas plus que le bon français qu'on parle à la maison. La jeune fille manifeste très tôt certains dons pour l'étude. Seulement, vous savez qu'à cette époque, il n'est pas habituel qu'une jeune fille entre à l'université, donc elle devra se contenter de cours de secrétariat. Du reste, elle devient très vite une excellente dactylographe. Quand éclate la guerre à l'automne 1939, Marie-Thérèse a 28 ans. Depuis quelque temps, elle est amoureuse d'un aviateur français, Robert Chalumeau. Seulement, c'est ça le problème des guerres et des révolutions, c'est que les plus belles histoires se trouvent chamboulées, emportées par ce qu'on appelle un peu facilement le vent de l'histoire, et par la force des choses, en l'occurrence, le conflit qui commence va séparer les amoureux. Tout naturellement, Robert est un aviateur légaliste, il reste loyal à ses chefs et donc au gouvernement de Vichy dans un premier temps, et on va le voir du côté de la Syrie mener une escadrille de reconnaissance aérienne. De son côté, là-haut, dans son Écosse, Marie-Thérèse se languit. Elle n'a presque plus de nouvelles de Robert et comme la plupart des jeunes filles de son âge, elle cherche à se rendre utile dans cette guerre qui commence. Elle voudrait bien notamment intégrer les rangs des infirmières de la British Army. Après tout, elle possède son permis de conduire. Elle pourrait très bien piloter une ambulance. Seulement, on lui fait savoir avec une sécheresse tout impériale que le corps des chauffeurs d'ambulance de la British Army ne recrute, n'est-ce pas, que des jeunes femmes de nationalité britannique. Alors, que faire dans ces conditions ? Comment employer toute cette bonne volonté qui, chez cette jeune femme, bouillonne, ne demande qu'à servir ? Chez les de Seignet, on regarde avec bienveillance l'initiative pour le moins audacieuse de ce général de brigade, vous savez, de ce Charles de Gaulle qui est venu à Londres pour continuer le combat. Du reste, le professeur de Seignet va devenir en novembre 1940 le représentant de la France libre pour les comtés de Berks, d'Oxford et de Bucks. Marie-Thérèse, autant vous le dire, n'a pas attendu son père. Dès juillet 1940, elle s'est présentée au bureau de la France libre et on l'a engagée pour travailler à Londres, à Carlton Gardens, à l'état-major même du général de Gaulle. C'est pas mal ça. Sa mission, ça va être de diriger le pool dactylographique du général. Oui, enfin, calmons-nous. Le pool dactylo en question, à l'époque, il se limite à 2 personnes. De Benjamin Britten sur Europe 1, Franck. Alors là, voilà donc notre Marie-Thérèse à la tête du pool dactylo de Carlton Gardens. Vous imaginez, en fin 40, en 41, en 42, elle devient une des plus proches collaboratrices du chef de la France libre. Elle a appris évidemment à déchiffrer cette fameuse écriture très linéaire comme ça du général de Gaulle. Elle la déchiffre au premier coup d'œil. C'est elle qui fait dactylographier, coder, bien entendu. On va revenir sur l'importance du code à cette époque. On est en temps de guerre. C'est elle qui fait aussi parfois télégraphier les messages du général. Elle qui traduit la pensée de Gaulle en télégramme, en message, en lettres destinées aux interlocuteurs les plus divers et évidemment à certains des acteurs majeurs de la Seconde Guerre mondiale.
En 1943, évidemment, Marie-Thérèse suit le général à Alger. Elle réinstaure les habitudes de Carlton Gardens dans le cadre un peu plus exotique de la villa des Glycines. Et l'année suivante, quand le chef du gouvernement provisoire de la République française, au moment de la libération, donc rejoint la métropole, Marie-Thérèse comprend que sa mission, en même temps que l'épisode le plus exaltant de sa vie, touche à sa fin. Elle aura tout de même une jolie consolation, puisque dans la foulée, elle va l'épouser, son aviateur Robert. Il faut vous dire que après les événements de juillet 41 au Levant et après la défaite de l'armée de Vichy, il a choisi le camp des forces aériennes françaises libres. Il rejoint Dakar, il est devenu là-bas commandant d'une base, puis il a dirigé d'une main de maître la base aérienne de Ouakam. À Alger, Marie-Thérèse fait ses bagages, elle a demandé son visa pour l'Écosse et lors d'une ultime visite qu'elle fait à la villa des Glycines pour ranger les dernières affaires, elle tombe au bas d'un placard sur un dossier oublié. Tiens, elle l'ouvre et découvre là quelques 313 messages passés naguère entre ses mains, la plupart des ordres personnels du général entre décembre 40 et décembre 41. À 2 reprises, dès 1945, puis en 58, Marie-Thérèse Desseignev fait proposer au général de lui rendre ses brouillons, mais le général de Gaulle estime qu'ils peuvent rester, ces manuscrits originaux, entre de bonnes mains. C'est ce corpus inestimable, vous l'avez compris, que Gérard l'Héritier vient d'acquérir. Le recollectionneur est avec nous dans ce studio, ainsi que l'historien Jean-Pierre Guénaud que vous connaissez bien. Nous les retrouvons dans un instant pour explorer ce véritable trésor. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous vous retrouvons, Franck, avec vos invités sur Europe 1 pour parler des messages secrets du général de Gaulle, rédigés entre fin 40 et fin 42. Alors ces messages, nous ne les avons pas physiquement dans le studio, il aurait fallu des gardes du corps à l'entrée, mais nous avons leur fac-similé, en tout cas les photographies de tous les documents dans un très bel ouvrage, très épais, qui s'appelle Messages et manuscrits secrets du général de Gaulle. C'est un peu le corpus que vous avez voulu d'emblée éditer, Gérard l'Héritier. Oui, on l'a édité au niveau du musée des lettres et manuscrits. Il sera disponible à partir du 9 novembre au musée des lettres et manuscrits. Et il y aura le deuxième livre fait par la maison Gallimard. Fait par la maison Gallimard et signé par Jean-Pierre Guénaud, qui nous a également rejoint. Merci Jean-Pierre d'être ici. On va voir avec vous dans un instant quelles sont les répercussions du point de vue historique d'un tel corpus. La mise à disposition en tout cas d'un tel corpus. Ça a été quand même une des belles aventures de votre vie de collectionneur, Gérard l'Héritier, je crois que c'est la plus belle. C'est la plus belle. C'est la plus belle. Ouais. Il y a difficile de trouver mieux. J'ai raconté tout à l'heure que vous n'y croyiez pas, mais puisque vous êtes ici à ce micro, vous pouvez nous confirmer. Ah, complètement. Il a fallu 3 coups de téléphone et je pensais qu'on allait me montrer des photocopies. Donc, parce que trouver un message du général de Gaulle à Londres, c'est depuis 20 ans, j'en ai vu un seul, vous voyez. Alors, ce qui est étrange, c'est que le général n'ait pas voulu récupérer lui-même ces textes. Pourquoi est-ce que lorsque Marie-Thérèse Desseignev à 2 reprises le contacte pour lui remettre les documents, il dit non, gardez-les, finalement ils sont entre de bonnes mains? Oui, alors il y a 2 raisons. La première, c'est qu'il a les doubles, puisqu'il a les messages qui ont été dactylographiés. Et qui vont lui servir évidemment pour l'écriture notamment de ses mémoires de guerre. Ses mémoires de guerre. Et puis Marie-Thérèse Desseignev est la première femme qui le rejoint dès juin 1940. Il lui fait un cadeau sympathique. C'est entre bonnes mains, gardez-les. Donc je pense que c'est tout à fait du général de Gaulle. Et qu'est-ce qu'elle en faisait, Marie-Thérèse Desseignev? Elle les avait conservés chez elle, en fait. Elle ne les montrait jamais. Il n'y a rien n'a été photographié. Non, jamais d'édition, rien. Elle les a gardés. Il y avait que sa famille qui était au courant. Elle était très discrète sur ces périodes, sur ces années de guerre, et elle les a gardés, je dirais, religieusement chez elle jusqu'à sa mort. Et après, son fils a commencé à les découvrir, à les traduire, à les transcrire. Alors, c'était donc la 2e transcription, après celle qui avait été faite in vivo, si je puis dire, oui, pendant la guerre elle-même. Sur un plan historique, qu'est-ce qu'on apprend dans ces brouillons du général de Gaulle? Sur un plan historique, on ne refait pas l'histoire, on ne refait pas la Deuxième Guerre mondiale, mais on apprend beaucoup de choses sur le général, sur l'homme. On voit le futur grand timonier de la France libre se battre contre la terre entière, comme vous le disiez. Il se bat contre les Allemands, les Américains, les Français.
et un peu les Anglais aussi. Donc, on découvre un homme. On partage l'intimité. On partage du général de Gaulle. l'intimité, tout à fait. Oui, et on voit le général de Gaulle visionnaire aussi. Jean-Pierre Guénaud, vous avez fait des découvertes, vous avez trouvé des pépites dans tous ces messages. Il y a des pépites étonnantes. D'abord, on voit effectivement, comme le disait Gérard Lhéritier, qu'il y a ses ennemis. Vichy, les Italiens, les chars de Rommel, les nazis, mais il y a ses alliés. Ses alliés. Les Américains. Parfois on dit gardez-moi de mes amis, mais mes ennemis, je m'en charge. Roosevelt n'aime pas De Gaulle et pendant toute cette période, pendant toute la période de l'occupation, d'ailleurs, les Américains vont lui préférer successivement Weygand, Giraud, Darlan, puis à nouveau Giraud. Donc c'est quelque chose de terrible et il est vraiment désespéré. Alors il y a des coups de gueule fabuleux dans ces messages parce que ce que De Gaulle ne peut pas admettre, c'est quand ses collaborateurs, ses généraux, ses lieutenants, tous les cadres supérieurs qui gouvernent la France combattante à travers le monde, se laissent rouler dans la farine, soit par les Anglais, soit par les Américains. Dans ces cas-là, il pique des colères absolument homériques. L'autre chose qui est merveilleuse, c'est qu'on est dans des pays dont on parle beaucoup aujourd'hui, vous l'avez dit, Franck Ferrand. C'est-à-dire qu'en fait, on est au Moyen-Orient, on est en Afrique. Ce qui est très présent dans ces messages, c'est l'importance colossale de l'Empire, ce qu'on appelait à l'époque l'Empire, c'est-à-dire l'ancien Empire, les colonies françaises. Dans un premier temps négligé par Pétain, ça a été l'incroyable intelligence de Gaulle, de savoir, de comprendre. C'était déjà l'intuition de Paul Reynaud, mais qui n'a pas été suivie. Il n'a pas été suivi, et ça explique les atomes crochus entre De Gaulle et Reynaud. Et à cette époque-là, évidemment, cette zone de la planète est déjà stratégique. Tout se joue là, dans les sables du désert, dans ces pays dont on parle aujourd'hui, les pays du Levant, le Liban, la Syrie, la Libye, les pays d'Afrique du Nord, tous ceux qui bougent actuellement et qui sont restés des pays stratégiques pour plein de raisons. Et le pétrole n'est pas la seule explication. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on comprend aussi que, vous savez, un compagnon du général de Gaulle fait l'état des lieux 1 an après l'appel du 18 juin. Qui compose les troupes de la France libre? Ces troupes, je ne parle pas des résistants, je parle des gens qui portent l'uniforme de la France libre à travers le monde, dans les sables du désert, dans le Pacifique, partout. 70% d'indigènes, essentiellement maghrébins et sénégalais, 10% de légions étrangères et 20% de Gaulois. Donc notre liberté retrouvée, nous la devons bien sûr aux civils britanniques qui ont tenu le coup sous le Blitz nazi. Et on pourrait même mettre Churchill au premier rang déjà. Et avant même le débarquement, avant même la résistance intérieure, nous devons une bonne partie de notre liberté à ces indigènes qui ont versé leur sang pour que la France retrouve sa liberté. Nous sommes à la radio, Jean-Pierre Guénaud, donc nous ne pouvons pas montrer, même si je pense qu'on doit pouvoir voir certaines choses par Internet, mais enfin nous ne pouvons pas montrer aux auditeurs ces messages, mais ce que nous allons faire dans un instant, c'est entendre évidemment, j'allais dire depuis Londres, la voix du général de Gaulle. Quel bonheur, mes enfants, de vous parler ce soir de Noël. Oh, je sais que tout n'est pas gai aujourd'hui pour les enfants de France, mais je veux cependant vous dire des choses de fierté, de gloire, d'espérance. Il y avait une fois la France. Les nations, vous savez, sont comme des dames plus ou moins belles, bonnes et braves. Eh bien, parmi mesdames les nations, aucune n'a jamais été plus belle, meilleure, ni plus brave que Notre-Dame, la France. Mais la France a une voisine brutale, rusée, jalouse, l'Allemagne. L'Allemagne, enivrée d'orgueil et de méchanceté, a voulu un beau jour réduire en servitude les nations qui l'entouraient. Au mois d'août 1914, elle s'est donc lancée à l'attaque. Mais la France a réussi à l'arrêter sur la Marne, puis à Verdun. D'autres grandes nations, l'Angleterre, l'Amérique, ont eu ainsi le temps d'arriver à la rescousse. Mes chers enfants de France, vous avez faim parce que l'ennemi mange notre pain et notre viande. Vous avez froid parce que l'ennemi vole notre bois et notre charbon. Vous souffrez parce que l'ennemi vous dit et vous fait dire que vous êtes des fils et des filles de vaincus. Eh bien, moi, je vais vous faire une promesse de Noël. Chers enfants de France, vous recevrez bientôt une visite, la visite de la victoire. Ah, comme elle sera belle, vous verrez.
Chers enfants de France, vous avez compris que le général s'adressait aux enfants précisément. C'était la veille de Noël 1941. C'est un discours de Noël pour les enfants qui sont évidemment dans la France occupée de l'époque. On peut imaginer que le brouillon de ce discours radio-diffusé est passé par les mains d'une certaine Marie-Thérèse Desseigné. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Franck qui est toujours entouré de Gérard Léritier, fondateur et président du Musée des Lettres et des Manuscrits à Paris, Jean-Pierre Guénaud, écrivain, historien et directeur d'édition pour parler des messages inédits du général de Gaulle. Alors, ce qu'on a donc retrouvé, ce qui va être exposé très bientôt au Musée des Lettres et des Manuscrits, Gérard Léritier, ce sont des brouillons. Donc, du point de vue matériel, ça se présente comment ? Quel est le support ? Alors ce sont des originaux, des brouillons originaux, et c'est du vieux papier. Bien sûr. De Gaulle arrive, il prend tous les papiers qui lui tombent sous la main, du papier de cahiers d'écoliers, des papiers fragiles, et donc là c'est, je dirais, très émouvant parce que ça doit être compliqué. Ce que je voulais vous demander, si ça n'était pas un peu compliqué à conserver, parce que on n'est pas du tout face à un fond homogène en l'occurrence. Les papiers ne sont pas les mêmes. Vous avez des cartes là-dedans. Vous avez non, il n'y a pas de cartes. Il y a que des feuilles de brouillons, des feuillets, qui ont été très bien conservés par la famille de Marie-Thérèse Desseigné, par elle-même. Elle les a vraiment protégés. Et quand je les ai découverts, ils étaient quasiment neuf comme en 1940-41. C'est absolument extraordinaire. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit évidemment toutes les retouches qu'a pu faire le général de Gaulle. Lorsqu'il envoie ses vœux, notamment à Churchill, il dit « La France sera toujours reconnaissante à la vieille Angleterre », puis il rajoute « la vieille France ». Ça donne cette phrase magnifique, « la vieille France reconnaissante à la vieille Angleterre ». Les ratures sont extraordinaires, soit des ratures de rage, soit des ratures de composition, mais c'est vrai qu'il y a des corrections, des grands coups de crayon rageurs, c'est absolument fabuleux. Alors une fois que ces brouillons sont entre les mains des professionnels, des dactylos, en l'occurrence de notre Marie-Thérèse, qu'est-ce qu'on en fait ? On les code souvent ? On les dactylographie, on les corrige et puis on les code. On les transcode, bien sûr, on ne va pas les envoyer par la poste. Ils sont télégraphiés en morse, donc ils sont 2 fois codés, d'abord dans un langage chiffré. Ce que De Gaulle ne sait pas, et ça c'est merveilleux, c'est que dans le quart d'heure qui suit l'envoi de ces messages, ils sont décodés par les Britanniques. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que Churchill est au courant, en temps réel, de tous les coups de cœur et surtout de tous les coups de gueule du général de Gaulle, y compris ceux qui le concernent. Et de Gaulle s'en doute à un moment donné. Il commence à se poser des questions. Finalement. Oui. Il faut rappeler que les Anglais ont percé par vagues successives les codes de la machine Enigma et qu'ils arrivaient à percer. Il faut que vous nous expliquiez, Jean-Pierre Guénaud, ce que c'est que cette machine Enigma. C'est la machine qui servait à coder les messages de toute l'armée allemande, depuis les sous-marins jusqu'à l'Africa Corps, en passant par toutes les unités, avec des codes qui changeaient. Et quasiment en temps réel, les Anglais, qui avaient misé sur tous les grands décodeurs, dont certains étaient d'origine slave avant la guerre, avaient cassé ce... Et il y a eu une petite éclipse pendant la guerre, pendant laquelle, pendant quelques mois, les Anglais n'ont plus été capables de décoder Enigma. Et là, le tonnage de navires anglais coulés a été beaucoup plus fort. Donc on voit à quel point tout ça était vital. Il y avait une vraie guerre du renseignement. C'est dire l'importance de ces messages secrets. Et votre question tout à l'heure était très pertinente, Franck, parce que on manquait de chiffon à l'époque. Et donc le papier sur lequel De Gaulle écrit ses messages, c'est un papier très acide, fait avec beaucoup trop de bois et pas assez de chiffon. D'où les problèmes qu'a la Bibliothèque nationale avec les livres publiés à cette époque-là, qu'il faut désacidifier parce que certains tombent en miettes. Mais Dieu merci, je vous rassure, ça n'est pas du tout le cas des messages secrets du général de Gaulle. Ces messages, au-delà de certaines, nous apprennent peut-être pas énormément de choses sur le plan de l'histoire, mais ils nous replongent absolument dans un climat. Alors on voit, nous le disions, l'importance de l'Empire, de tout ce bassin méditerranéen, du Proche-Orient. On voit l'importance des déplacements d'un général en permanente pérégrination. Ça, c'est une chose qu'on a un peu oubliée quand même. Oui, qui fait 3 voyages, qui se transforment en VRP pour prêcher la liberté dans la France libre, dans les pays d'Afrique noire, dans les pays d'Afrique du Nord, dans les pays du Levant, dont on parlait tout à l'heure. Y compris le petit déplacement à Casablanca pour la conférence d'Anfa. Oui, celui-là n'était pas volontaire. C'est quand les Anglais et les Américains, sous menace de le casser, l'ont obligé à serrer la main du général Giraud devant les objectifs des photographes et des cinéastes. Ce que l'on voit, c'est que ces correspondants à l'intérieur de la France libre sont toujours les mêmes. Il y a là quand même j'ai envie de dire, une petite équipe très, très soudée.
On voit les mêmes noms revenir toujours. Catroux, évidemment. René Cassin, Billotte, Larminat. Évidemment. Oui, tous ces généraux fabuleux qui sont les compagnons de la première heure du général de Gaulle, qu'ils aient été militaires ou civils. Évidemment, le général Leclerc. Le général Leclerc, qui, alors lui, est tantôt félicité, c'est la douche écossaise, avec Koufra, avec des épisodes de ce genre, tantôt roulé un petit peu dans la farine, quand il lui arrive à lui aussi d'avoir quelques faiblesses avec nos amis britanniques et américains. Et puis à côté de ces grands généraux, il y a quelques grands personnages de l'histoire. Alors justement, c'est ce que nous allons voir dans un instant après la publicité, c'est que le général de Gaulle, évidemment, parle aux plus grands acteurs de cet événement, de cette guerre, et notamment à Staline. Joseph Staline, oui. Il sait très bien qu'il pactise avec le diable. On y vient si vous voulez, Jean-Pierre, on y vient dans un instant. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Le regrettera Gilbert Bécaud sur Europe 1, Franck. Le général de Gaulle et les messages, les brouillons en tout cas, des messages restés jusqu'ici pour une grande partie inédits, c'est ce qui va être l'objet d'une exposition à partir du 10 novembre, vous me disiez Gérard. Ouverture au public pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on pourra venir donc boulevard Saint-Germain au 222. 222 boulevard Saint-Germain, tout le monde pourra découvrir pour la première fois tous ces messages. Et avoir les vrais brouillons sous les yeux avec les transcriptions, etc. Les vrais messages avec les transcriptions, etc. Et par la même occasion, enfin au même moment, sortira donc le livre de Jean-Pierre Guénaud chez Gallimard. Avec le du général de Gaulle aux éditions Gallimard, en coédition avec le musée des lettres et des manuscrits. Un livre dont vous nous donnez finalement la primeur aujourd'hui, Jean-Pierre, en nous livrant vos analyses sur la question. Voici un message du 6 novembre 1942 du général de Gaulle donc à son Excellence Monsieur Joseph Staline. Ça ne s'invente pas. En ce 25e anniversaire de la création de l'URSS, je ne le dis pas avec l'accent du général, je salue le peuple et l'armée des républiques soviétiques dont l'effort victorieux encourage l'effort de la France. J'y joins les vœux personnels que je forme pour le grand chef de la Russie en guerre. L'amitié franco-soviétique sortira de l'épreuve scellée par la victoire commune. Il y a d'abord une erreur dans ce message. Oui, alors message magnifique d'abord, parce qu'on sait d'abord ce que de Gaulle pensait de Staline. Il l'avait évoqué dans ses lettres à sa mère pendant l'entre-deux-guerres. Dans ses mémoires, il lui taille un costard magnifique. Communiste habillé en maréchal, dictateur tapi dans sa ruse, conquérant à l'air bonhomme, il s'appliquait à donner le change. Oui, mais il n'a pas le choix, notre cher Charles de Gaulle, parce que vu la façon l'art dont de déguiser sa pensée, et puis vu la façon dont les Américains le traitent, il sait que il le dit sans arrêt. Il faut gagner la guerre, mais c'est ce qu'il y a de plus simple. Il faudra gagner la paix derrière, et là, tous les alliés compteront. Alors, ce qui est merveilleux dans ce télégramme à Joseph Staline, c'est que d'abord, nous avons un brouillon. Regardez le talent de Gaulle, qui d'abord écrit « Je salue l'armée victorieuse ». Et ça devient, dans la version définitive, « Je salue le peuple et l'armée des républiques soviétiques ». C'est pas tout à fait la même chose. À la fin, même chose. Il dit « L'amitié franco-soviétique ». Il écrit d'abord « Sortira de l'épreuve renforcé par la lutte ». Et il finit par écrire « sortira de l'épreuve scellé par la victoire commune ». Vous vous rendez compte, ça a l'air de rien, mais à chaque fois, le verbe prend de l'ampleur. Et ça, c'est de Gaulle. Et alors, ce qui est merveilleux, met les ardeurs en œuvre, disait le général de Gaulle, mais c'est la parole qui les suscite. C'est formidable. Et alors, ce qui est merveilleux, alors qu'il a une culture abyssale, Charles de Gaulle, c'est que là, il se plante. Et alors, grâce au musée des lettres et des manuscrits, j'ai éprouvé quelque chose de fascinant. Comme ça fait partie, là, des 140 messages totalement inédits qui sont dans les 313. Eh bien, j'ai été le premier, en dehors de Staline, à lire ce message. Et je me suis rendu compte du fait que de Gaulle s'était planté. Quand il a l'illusion de souhaiter à Staline le 25e anniversaire de la création de l'URSS. Il se plante un petit peu parce qu'il évoque le 25e anniversaire de la révolution d'octobre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que dans le meilleur des cas, la création de l'URSS n'intervient que le 30 décembre 22, oui, donc au mieux, il aurait pu célébrer son 20e anniversaire. En 42. Ça, je trouve ça magnifique. Je pense que Staline a dû rire comme un bossu. Est-ce une erreur ou est-ce tout simplement
ces simplifications politiques d'un général de Gaulle qui voit les événements dans leur essence. C'est-à-dire qu'après tout, si l'Union soviétique en tant que telle n'est effectivement créée qu'en 1922-23, c'est bien son acte de naissance, son baptême, c'est bien la révolution d'octobre en 1917. Oui, alors peut-être s'agit-il d'une ironie absolument démoniaque, en soulignant le fait que l'événement historique important dans tout ça, c'est pas la création de l'URSS, c'est la révolution d'octobre. Il y a une grande franchise dans les rapports avec les autres chefs d'État. Enfin, si tant est qu'on puisse dire d'ailleurs autres chefs d'État, puisque la position du général de Gaulle à Londres est pour le moins ambiguë, évidemment. Dans la façon dont il parle à Churchill, il y a quand même de vraies perles. Je redoute l'impression fâcheuse que va produire sur l'opinion, dans les forces et dans les territoires français libres, comme en France non encore libérée, cette sorte de préférence accordée publiquement par le gouvernement des États-Unis aux responsables de la capitulation et aux coupables de la collaboration, écrit-il à Churchill. C'est ça qui est magnifique. Et une autre chose, de Gaulle a un respect pour les hommes et dans ses rapports humains. Mais une autre chose que nous apprennent ces messages, c'est que le régime de Vichy n'est pas seulement un régime de collaboration, c'est un régime proactif, fasciste proactif. Et là, De Gaulle le révèle sans arrêt. On a édulcoré les choses avec l'histoire, d'autant plus qu'à l'époque, malheureusement, les Anglais comme les Américains jouaient parfois un double jeu avec Vichy et avec De Gaulle. Dans les messages que le maréchal Pétain publie à propos de Darlan, de Giraud, de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, pourraient se réclamer de lui pour encourager l'Empire à la sécession et à la collaboration avec les Alliés. Tout à fait. Et alors ces ratures qu'on évoque tout à l'heure, Gérard Lhéritier va pouvoir vous dire qu'elles vont être à la disposition de tous. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Oui, tout à fait. Donc, on a numérisé tous les messages, bien sûr, et donc nous allons les envoyer à la disposition des chercheurs, à la disposition de la Bibliothèque nationale de France, des Archives nationales et des fondations de la France Libre, Fondation Générale de Gaulle et donc Musée de l'Ordre de la Libération. Tout ça sera à disposition des chercheurs et oui, tout à fait. On se dit, Gérard Lhéritier, quand on vous entend parler, quand on voit ces documents, on se dit que les historiens du futur auront moins de chance car les ratures d'aujourd'hui sur SMS ou par email, par définition, on ne les voit plus. Absolument, on ne voit plus. C'est vrai. Nous avons la chance, grâce à ces notes manuscrites, d'entrer dans la pensée de celui qui écrit. Mais c'est ça qui est fascinant. Ouais. Et c'est justement la raison pour laquelle nous allons livrer cette matière. Il y aura également un DVD-ROM, enfin une sorte de DVD dans un numéro hors série de Plume qui sortira pour que tout le monde puisse jouer à ce jeu. Parce que ça fait quelques mois que je travaille ce patrimoine, mais il y a des années de travail pour faire ce que nous venons de faire avec un seul projet de télégramme. Ce hors-série du magazine Plume sera présenté sous quelle forme ? Qu'est-ce qu'il apportera ? Il sortira exactement en même temps que le livre et il va servir dans l'exposition, pourrait-on dire, de petit passeport explicatif transversal. Le livre, lui, est beaucoup plus exhaustif et chronologique. Ce hors-série du magazine Plume va être thématique et va aborder certains thèmes stratégiques comme par exemple De Gaulle et les Alliés ou encore De Gaulle et les indigènes. Ces thèmes que vous évoquez tout à l'heure. Évidemment. Je ne les évoquais que parce que je citais votre propre documentation, Jean-Pierre Guénaud, je tiens à le dire, car j'ai rarement été à ce point soutenu dans la préparation d'une émission. J'ai très allègrement puisé dans vos documents. Ce que vous montrez aussi dans ces documents, et ça c'est le plus important peut-être, c'est ce qu'il faut garder comme conclusion à cette histoire et à cette belle découverte, c'est que cet homme, dans le combat qu'il mène et dans la représentation qu'il assume, nous sommes là, nous, entre 1941 et 1940 et 1942, mais ça va durer évidemment jusqu'en 1945 et au-delà, au moins jusqu'à son départ en janvier 46, cet homme-là est tout seul. Et il y a une espèce de solitude. Hallucinant. On a l'impression qu'il tient tout sur ses épaules, tout seul. Hallucinante. Et alors, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a parfois des signes. J'ai trouvé en chinant une photo de De Gaulle. Souvent, De Gaulle n'est pas encore à l'aise avec les médias à l'époque. Il est renfrogné, trop sérieux sur toutes les photos. J'ai eu la chance de trouver une photo où il est tel qu'il était fondamentalement. C'est-à-dire serein. Sous cette solitude effroyable, derrière cette force de caractère, il y a une étonnante sérénité sans laquelle il n'aurait pas tenu. Et jamais
jamais de relâchement et jamais de concession. Un seul point de vue, une seule idée qui est maintenue toujours et en dépit de tout à travers les années. Ça, c'est quand même un bel exemple dans bien des domaines et pas seulement dans celui de la politique ou de la direction des États. Merci beaucoup Jean-Pierre Guénaud et bravo Gérard Léritier pour cette belle acquisition dont vous allez si largement faire profiter un public, j'en suis sûr, conquis d'avance.